Nous écouterons dans l'ordre Aline Hosseini qui est docteur en psychologie clinique et en psychopathologie, qui est psychanalyste praticienne à Espace Analytique, qui est cofondatrice d'Espace Psychanalytique Paris, qui est cofondatrice de l'Espace Psychanalytique du Liban et qui est professeure à l'université libanaise. Alors, comme elle n'a pas pu venir pour des raisons un peu évidentes, nous serons avec elle par Zoom. Ensuite, nous entendrons Caroline Eliachev, qui est psychiatre et psychanalyste et qui est membre d'Espace Analytique. Et ensuite, nous entendrons la communication de Jean-François Solal, qui est psychiatre, psychanalyste et qui est membre de la SPF, Société française de psychanalyse. De psychanalyse, ouais, c'est freudienne. Hein? Société freudienne de psychanalyse, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la thématique de cet atelier. Hein? Donc, depuis l'aube de l'humanité, la violence se déchaîne dans le réel. Hein? La violence fait partie de la constitution du sujet et sa pulsionalité est en jeu avec un recouvrement partiel d'émotions agressives, haineuses, voire violentes, bien sûr. Et je voudrais, en préambule de cet atelier, dire quelques mots sur deux signifiants particuliers que sont la destructivité et le réel. En effet, la destructivité est une notion particulière dont Freud parle dans quelques occurrences, et en particulier, bien sûr, dans le texte de référence auquel autour duquel nous aurons à travailler, hein, qu'il a écrit il y a une centaine d'années, c'est au-delà du principe de plaisir, hein, à lire, à relire, à retravailler, etc., parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'œuvre de Freud. C'est un tournant, comme on dit. Alors, la destructivité s'inscrit évidemment dans le cadre du système pulsionnel, tel qu'il a été écrit par Freud dans sa dernière théorie des pulsions. Et la destruction serait comme un objectif que se donne la pulsion. Et la conséquence de son éventuelle action, la destructivité, plutôt comme une potentialité de cette même pulsion porteuse, elle-même parfois, d'un incoercible besoin de destruction. Alors Freud a souvent employé presque indifféremment les termes de pulsion de mort ou de pulsion de destruction. Mais parfois, cependant, il différencie les deux, en faisant de la pulsion de destruction la forme que prend la pulsion de mort lorsque, se détournant de son travail négatif de désinvestissement silencieux dans le monde intérieur, elle investit bruyamment le monde extérieur. Alors, associée à la libido, l'emprise destructive sur l'objet apparaît présente dans toute pulsion. Winnicott, par exemple, reprend cette position dans ses derniers écrits, défendant cette idée d'une unicité des pulsions. Alors, on peut aussi penser autour de ces signifiants en s'appuyant sur les concepts lacaniens, tels que le ternaire RSI, hein, réel symbolique imaginaire, mais aussi la jouissance, l'objet A et la dimension de l'acte. Mais quelle définition analytique donner à la destructivité et, en dernier lieu, à la guerre, en tant qu'elle interroge les limites actuelles de notre discours? Alors, ce thème est-il d'actualité parce qu'il permet l'avancée du savoir en psychanalyse, les rapports entre les corps et la jouissance, la pulsion, le signifiant, le trauma et la fiction? Je me permets en tout cas de mettre l'accent sur la notion de discours, car on part en guerre pour des discours, hein, et que le signifiant maître qui ordonne le discours peut aussi bien organiser la civilisation que sa destruction, bien sûr, de cette même civilisation. Et la guerre, en effet, comme discours, s'appréhende comme la prise du signifiant et de ses effets sur les corps parlants. Oui, c'est comme l'appel au sacrifice que ces signifiants engendrent comme support de la demande de mort, qui est logé au cœur de toute pulsion. La propagande, qui pousse à l'extrême violence, vérifie que les effets de la guerre sont des effets de discours, hein, finalement. Une des applications, ça pourrait être ça. Et Freud décrit, dans son au-delà du principe de plaisir,
une forme de passage de la pulsion de mort à la pulsion de destruction, mais aussi d'emprise qui serait à développer compte tenu de la clinique que nous allons aborder ensemble. Et je pense que Jean-François Solal, tout à l'heure, en dira un mot par rapport à cette question-là, qui est tout à fait essentielle et totalement connexe à notre thème de cet atelier. Alors, je cite Freud, il écrit que la pulsion de mort sous l'influence de la libido dérive vers les objets extérieurs à l'aide de la musculature. Alors ça c'est étonnant ce qu'il dit, mais elle se nommerait alors pulsion de destruction, d'emprise, volonté de puissance. Vous voyez les équivalences et les chaînes signifiantes qu'il leur donne de cette façon-là. Alors, le déchaînement du réel avec ce que nous vivons tous dans le monde entier, à savoir la pandémie. La pandémie, là, du Covid, il y a eu d'autres pandémies dans l'histoire de l'humanité. Il y en aura d'autres, je vous rassure, il y en aura d'autres. Et qu'il va falloir voir comment on peut vivre avec. Parce que la mort, finalement, au travers de cette pandémie, elle devient omniprésente dans le psychisme de chacun. Elle envahit le réel. Et pouvant dangereusement déstabiliser l'équilibre broméen des trois ronds qui structurent chacun. C'est-à-dire le réel, le symbolique et l'imaginaire, bien sûr. Et on voit bien dans notre pratique actuelle, depuis qu'il y a, en particulier en France, mais dans d'autres pays, au Liban aussi, le confinement ou diverses règles qu'on doit suivre les uns et les autres et diverses implications que ça a dans notre vie quotidienne, y compris les fameux masques, mais aussi se laver les mains 27 fois par jour, mais ce qui est tout à fait nécessaire pour éviter ce que vous savez. Mais au niveau psychique, ça veut dire qu'effectivement, donc la mort est omniprésente, ça c'est sûr, mais dans la pratique, chez les psychotiques ou les névrosés, on voit bien les répercussions que ça peut avoir. Ça peut avoir du côté de décompensation, du côté de déclenchement d'épisodes psychotiques, du côté d'explosion névrotique, c'est-à-dire d'une mise en scène d'un théâtre sur un terrain d'un sujet qui a une structure névrotique, et voir comment il y a des décompensations. J'ai vu des crises phobiques, par exemple, et des bouffées d'obsession, mais gravissimes, dans ma pratique assez récente, par exemple. Mais je ne suis pas le seul à constater tout ça. Puis, le deuxième temps, après cette confrontation au réel de la maladie et de la mort, on a tous été confrontés aussi à l'inflation imaginaire, avec ces mises en doute, par exemple, de la réalité du virus, de la toxicité du virus, de la nécessité ou non des masques. Il y en a qui font des manifestations contre les masques, par exemple, un peu partout dans le monde. De l'utilité ou non de l'hydroxychloroquine, ça vous avez entendu parler dans tous les pays. Et puis, il y a aussi de l'intérêt éventuel de l'eau de Javel. Ça, c'est une petite boutade, c'est pas de moi, c'est un certain Donald Trump qui a dit que ça suffisait pour ça, pour guérir le Covid, pour prévenir le Covid. Donc n'essayez pas l'eau de Javel, ça marche pas, il a eu le Covid quand même. Bon. Alors, mais dans d'autres contrées, comme au Moyen-Orient dont on va entendre parler, puisque Aline va nous en parler, mais aussi Caroline Hilachef tout à l'heure va nous en parler aussi, il y a le réel de la guerre, il y a des catastrophes qui se déchaînent, comme celle de Beyrouth il y a quelques semaines, et les traumatismes, ils sont bien sûr immédiats, mais aussi, on le sait dans notre pratique, ils sont différés. Et parfois des semaines, voire des mois après. Alors, ce réel de la mort est omniprésent, il est alimenté par la destructivité qui fait rage dans le réel et qui imprime sa marque durable sur le psychisme individuel, mais aussi, bien sûr, collectif. Et en tant qu'analyste, on doit être présent et proposer à ces personnes ayant vécu ces expériences subjectives extrêmes une écoute attentive, mais surtout dégager de préjugés et de trop d'imaginaire par rapport à des situations souvent inimaginables, même pour chacun d'entre nous, et y compris nous en tant que sujet. Il se trouve qu'on est analyste par ailleurs et qu'on a travaillé là-dessus, mais je veux dire qu'on n'est pas non plus à l'extérieur de tout ça. Que nous aussi on a un corps, que nous aussi on peut être malade, qu'on peut avoir des facteurs de risque et qu'on est mortel comme tout le monde. S'il y en a qui croyaient que ce n'était pas le cas quand on était analyste, eh ben c'est pas vrai.
On est tous mortels, et c'est ça qui fait aussi notre humanité, heureusement. Bon, je vais m'arrêter là, c'était juste quelques mots d'introduction que je voulais faire comme ça. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Aline. Bonjour. Les guerres, toujours singulières et toujours inventives, ébranlent le corps social, détruisent les œuvres de la culture, bouleversent les croyances et le savoir. La guerre menace les hommes partout, elle les arrache à leur histoire. Elle fait des corps, des morceaux que l'on ramasse après la bataille, des pièces détachées qui furent un instant avant des corps habités par une histoire. Les générations de guerre qui ont traversé ces épreuves se trouvent confrontées à la mort qui les mine, ils ne croient plus à l'histoire, c'est leur historicité qui est touchée. Lacan parle de 3 dimensions pour élaborer le fonctionnement psychique, l'imaginaire, le symbolique et le réel. Appliqué à la guerre, nous permet d'opposer qu'elle tient sa puissance dans l'inconscient d'un type de nouage qu'elle effectue entre ces 3 registres qui le constituent. Ce nœud a pour nom traumatisme. Donc mettant l'agressivité au service du symbolique, transformant le symbolique au moyen du réel de la science et réduisant les idéaux du moi aux impératifs du surmoi, produisant un retour du réel sur le corps morcelé, la guerre est traumatique de se présenter comme l'interprétation réelle de toute civilisation. Cette guerre implique toujours un discours, le discours du signifiant maître, qu'il soit religieux, ethnique, moraux, etc. Elle est faite de discours, elle utilise l'émotion agressive qu'elle met au service du symbolique dans lesquels elle se fonde. Alors il ne s'agit pas d'une simple manifestation d'agressivité, il s'agit plutôt de l'impact des leaders qui, selon Freud, ils tiennent leur pouvoir de l'idéal. Tandis que Lacan, ce leader tient ce pouvoir de l'idéal sur les masses de l'objet, comme de l'objet petit a, comme par exemple la voix qui fut le plus de jouir et qui toucha les auditoires. La psychanalyse et l'histoire se rencontrent et se croisent au chevet de ces sujets qui forment une génération de guerre. Ce sujet écrasé par les deuils impossibles et les cauchemars et dont l'épreuve de la guerre sera l'occasion pour lui d'affronter son désir, sa jouissance, son symptôme. La guerre met ce dernier à œil ouvert devant son horreur intime où il ne peut accrocher lui-même en certain nombre d'instances. Trauma, dira Lacan, quant à Freud, inspiré par la névrose de guerre, utilisa la notion de pulsion de mort. Quant à l'enfant au corps de cette violence, il se voit touché par une guerre qui ne le concerne pas. Il se retrouve démuni, vulnérable face à l'événement terrible. Et chaque enfant manifeste son traumatisme d'une façon différente en fonction de son ordonnancement singulier. Au Liban, un héritage transgénérationnel prédomine. Les enfants ont hérité un lourd fardeau qui se perpétue.
En effet, les parents et les grands-parents qui ont connu la très longue guerre projettent sur leurs enfants leur rage inexprimée, ainsi l'écho privilégié de leur drame, les peurs et les angoisses inexprimées. Les symptômes de l'enfant se présentent comme le fruit d'un véritable contrat inconscient de répétition liant l'enfant aux parents, visant à traiter par le paradoxe une zone ou une expérience traumatique. Les familles qui ont connu le deuil traumatique et qui n'a pas été fini, le transmettent et par la suite se répercutent sur l'enfant impuissant à lutter contre l'inexprimé. Des centaines de milliers de parents ont aussi connu le déplacement et l'exode. Ils continuent à rêver de cette maison mythique, de la terre perdue, et font participer les enfants à cette utopie. Ce vécu de déracinement brutal a de grandes répercussions sur l'enfant qui se sent arraché à son chez lui, à ses amitiés, à son ciel, à son soleil, à ce qu'il connaît sans espoir de retour, et cette absence d'espoir est plus terrible encore. Il doit en outre s'adapter à des lieux inconnus, voire même hostiles. Souvent, il n'a plus de place, plus de lit, et les adultes exigent de lui de se taire, de supporter et de s'adapter. Ainsi, pendant l'année 2006, au Liban, la menace d'une guerre a fait que les enfants, comme leurs parents, étaient dans l'expectative de quelque chose lorsque les Israéliens ont commencé en juillet 2006. Un seul cri se répercute dans tout le pays, c'est la guerre de l'anéantissement, pas une âme ne sera sauve. Après quelques mois de l'arrêt de la guerre, j'ai reçu dans mon cabinet Fida, dont son prénom signifie en français rançon. Alors, Fida, une jeune fille de 18 ans, elle est fille unique de Grèce et de Wael, ses parents. Elle souffrait de peur d'abandon, de phobie de monuments historiques et d'églises et des idées envahissantes doutant de ses origines. Les parents de Fida, qui sont Grèce et Wael, durant leur enfance, habitaient dans le même immeuble et fréquentaient la même école. Au cours d'une terrible journée, l'école a été bombardée et c'est le père de Wael qui a sauvé la fille et l'amena à la maison où Grèce, la maman de Fida, découvrit le cadavre de sa mère et de son frère qui avait 2 ans, tués par des balles tirées à travers la fenêtre par un franc-tueur. Le père de Grèce, de même, s'est trouvé mort et brûlé dans sa voiture suite à un avion militaire qui a attaqué sa voiture. Au cours d'une séance, Fida disait « J'ai passé la plus grande partie de ma vie à cacher mon origine. Je détestais mon prénom, je le sens lourd, arabe, culpabilisant. J'avais des colères contre mes parents de leur choix de ce prénom. Je faisais parfois la guerre en famille comme pour survivre. Je me sens coupable de tout ça, coupable de ne pas être à la hauteur de mon prénom, de ne pas pouvoir prier. Alors j'évitais d'être entourée par des amis à l'école. J'évitais de me présenter par ce prénom, alors j'étais toujours la silencieuse. Même mes camarades de classe m'appelaient la silencieuse. Alors le signifiant maître, Fida, est apparu et ce silence vient masquer le trou que lui présentait la coupable en colère. Elle préférait être perçue et appelée par la silencieuse que d'être appelée par Fida et se sentir coupable. Après quelques semaines, Fida se trouve lors d'une séance figée, silencieuse, suite à ma question concernant la cause de la mort de ses grands-parents maternels. Elle ne savait pas quoi répondre, mais cette question l'a transplantée dans un autre monde, un monde inconnu, un monde silencieux, où le silence est chaotique, blanc, creux, vide. Et c'est à partir de cette séance qu'elle a commencé à une reconstruction logique d'un passé qui ne la concerne pas, d'un enquistement qui viendrait de l'inconscient de l'autre. Pour continuer un peu ce qui s'est passé avec les parents de Fida, Grèce et Wael. Quelques mois, Grèce et son frère avaient perdu leur père, comme on a déjà dit, et leur mère. Alors les enfants furent pris en charge par leur grand-mère et par leur oncle et ils quittèrent l'immeuble. Quant au père de Wael, que dans l'immeuble habité par des chrétiens, on commençait à soupçonner de renseigner l'ennemi. Alors il quitta avec sa famille Beyrouth quelques semaines plus tard et s'installa au sud. Quand Grèce avait ses 17 ans, elle se rend chez sa tante installée à Paris. Après quelques mois, par l'intermédiaire d'un groupe d'amis libanais, elle rencontre Wael qui y continuait son master. Quelques années plus tard, elle l'épousa contre vent et marée, une interdiction de son oncle et de son frère qui refusaient de l'avoir épousé un musulman avec des menaces d'être déshérité et banni de la famille.
Quand Fida demandait à sa maman pourquoi elle est restée unique, la mère lui répondait qu'elle a fait 2 fois de fausses couches et que son ventre refuse les garçons, ajouta-t-elle à sa fille. Lors d'une séance, Fida racontait brièvement son expérience de la guerre de juillet 2006 sans exprimer ni détails ni émotions, juste une narration des événements. Au moment de l'attaque israélienne, la famille était dans un village pour y passer les vacances. La maison démolie, une voisine proche morte et d'autres blessés, la famille s'enfuit début août en France. Et depuis, la phobie a commencé chez Fida, phobie des monuments historiques et des églises. Ils reviennent alors au Liban en septembre 2006. La présence de l'enfant Fida dans la vie des parents les place dans un cadre psychique de double bord, de double lien. Elle leur prouve par son existence de descendants qu'ils sont en vie et qu'ils le méritent. Elle leur rappelle leur mort et leur trahison aux morts. Fida fait revivre à Grèce 2 événements importants, la mort de ses parents et sa religion d'origine, d'où le sentiment permanent de trahison et de culpabilité ressenti par Grèce. Ma mère m'avouait, ajouta Fida, qu'elle était comme moi perturbée pendant l'adolescence et avait des idées suicidaires. De même, ma mère pleurait toujours la mort de ses parents. Ils auraient été si heureux de devenir grands-parents, dit-elle. Grèce pense se convertir à l'islam. Pourtant, elle a vécu avec un oncle et un frère ultra-chrétiens. Et elle a longtemps fermement cru que ses parents ont été tués par des musulmans. Et la voilà qui veut devenir musulmane. Pourtant, son mari est laïque. Une ambiguïté religieuse vécue par la mère sera expliquée par plusieurs points. Fida savait de sa mère qu'elle avait toujours cette peur d'avoir de garçons, car les fils deviennent combattants, ou peut-être parce qu'elle aura donné naissance à une descendance qui va perpétuer la lignée de l'homme qui lui a sauvé la vie. Tout d'abord, comme en écho à l'angoisse de la jeune femme, le mari a évolué vers un modernisme laïque, Wael. Ne refuse-t-il pas plutôt sa religion parce qu'une accusation a porté sur son père depuis son enfance? Wael vit la culpabilité aussi d'avoir occulté sa religion, d'avoir trahi son père et la projette sur sa femme qui veut devenir musulmane. Le prénom de Fida rappelle étrangement celui de sa mère. Fida, ça veut dire rançon, qui rappelle la rançon du Christ. Grèce est une grâce, une vertu chrétienne aussi. En christianisme, ça exprime l'aide divine. Dans les 2 faits, nous ne pouvons que relever le sentiment de culpabilité désespérée, qui ne fait que renforcer encore le désir de Grèce, de fuir dans la conversion à l'islam. La phobie des églises est le symptôme de la chrétienté des origines qui reste tapie, caché sous le nom arabe de Fida, rançon. Alors ce prénom de Fida porte la marque de la culpabilité. Et cette marque de la guerre existe à son histoire et lui rappelle à quel point le désir passe de ce qui peut sans dire. La guerre de juillet 2006 et la mort de la voisine au sud ont ravivé les traumatismes de Grèce et Fida inquiète ses parents par ses fabulations sur ses origines. La guerre introduit un trou noir, un réel incontrôlable. Dans le cas de Grèce, la mère de Fida, alors qui a vécu en 1979, la guerre aussi, et qui a perdu ses 2 parents, sa maison, son école, alors on trouve qu'autour de ce trou réel, une symbolisation qui s'est tissée et qui permet que certains morceaux en soient transmis à sa fille au moyen de mots, d'échos, de mots. Mais la plus grande part est restée éclatée, inassimilable. Une personne attaquée par le réel de manière tellement massive fait retomber celui-là sur ses enfants. Les traces du traumatisme se manifestent également par la rencontre directe avec le réel éclaté de la mer, réel dans lequel Grèce se trouve engluée sans pouvoir ni le symboliser ni en parler. La notion de transfert intergénérationnel de la 2e et de la 3e génération est pour rendre compte de la confrontation consciente et inconsciente des 2e et des 3e générations au réel traumatique de la guerre, par l'intermédiaire du discours de leurs parents et de la rencontre de ceux-ci avec ce réel inassimilable.
Le savoir sur le traumatisme, inscrit dans les signifiants clés, gravé dans le discours conscient et inconscient de la mère, est passé dans la chaîne signifiante, consciente et inconsciente de la fille. Fida, la silencieuse. Ce silence était le garant paradoxal de la parole, un appel à faire dire ce qui ne pouvait se dire dans l'autre. Alors, à la troisième génération, là où rien de l'histoire n'a été transmis, Fida tente de revauder le trou dans le discours. Sur 3 générations, d'abord rien que l'horreur de la guerre et le laisser tomber. Le silence indique le point où le sens ne peut plus se mobiliser, où la capacité à représenter s'effronte avec le sujet. Ce qui se transmet d'une génération à l'autre est donc la façon dont la précédente a inventé une réponse au traumatisme rencontré. La dentelle qui danse autour du trou a chargé par le sujet d'en poursuivre le motif ou s'il le veut, d'en changer le dessin. Enfin, c'est à partir de cette reconstruction logique obtenue par une longue analyse que Fida a pu sortir de cette phobie infernale, la jouissance de la guerre infernale, car les signifiants violents qui organisent sa vie l'a protégée en l'habitant, mais il l'a tuée aussi. Il tuait son lien à l'autre. Voilà la cure analytique qui a pu arrêter ce glissement mortifère. Mais la guerre au Liban n'est pas terminée. Mais cette guerre de 2006, dont je vous raconte, n'était pas la dernière. Le 4 août 2020, le Liban est frappé par un traumatisme au-delà du bilan humain. Plus que 170 morts, plus que 6000 blessés. La capitale Beyrouth, en ruine, a encore une fois réveillé chez les Libanais ces blessures du passé. Un processus traumatique qui place le citoyen dans un sentiment d'abandon, non seulement de son groupe d'appartenance, mais exclu de l'humanité. Ce trou au trauma serait une infraction qui reste en blanc, où viendraient s'élaborer quelques contours plus ou moins terrifiants. Pour 30 ans, le citoyen était hypnotisé dans une perversion, des pères dirigeants qui mettent la loi à leur façon. Mais aujourd'hui, face à cette destructivité, une liberté indestructible commence à se propager dans tout le pays. Et ce citoyen commence à refuser l'image de la perversion et à détruire l'image de ce roi intouchable depuis plus que 30 ans. C'est très beau l'humour qu'a le Libanais comme mécanisme de défense, ce retour du refoulé et de la vérité. Ainsi la résilience qui, comme l'oiseau des phénix, se reconstruit à partir de ses cendres. Mais est-il suffisant pour reconstruire un pays? Aujourd'hui, le Liban a certainement besoin d'une maturité collective de la part de ses citoyens. Tout d'abord en prenant au sérieux ce pays, en prenant au sérieux cette corruption et cette perversion. Et comme disait la poète libanaise Nadia Twaini, mon pays me dit prenez-moi au sérieux, mais qui tourne et qui s'affole comme un pigeon blessé, mon pays difficile, tel un long poème. Je vous remercie. Bonjour. Oui, je vais effectivement enchaîner sur ce qu'a dit ma collègue libanaise. Ce que je vais vous présenter, à propos de ce que je vais vous présenter, je suis obligée de vous préciser le cadre qui est très différent du cadre analytique. Voilà, j'assure depuis de nombreuses années la supervision des juges des enfants et des juges des affaires familiales à Paris et à Bobigny. En 2017, le président du tribunal pour enfants de Bobigny, Thierry Baranger, que je rencontre dans un couloir, me dit « Caroline, nous sommes très embarrassés avec les familles retour de zone irako-syrienne, est-ce que vous voudriez venir nous aider ?» Je lui réponds que je suis d'accord, mais que je ne connais évidemment pas plus que lui ces familles. Ne connaissant pas ces familles, je propose donc d'assister aux audiences chez le juge des enfants de ces familles de retour de zone irako-syrienne.
Les juges qui reçoivent ces enfants sont des juges volontaires et certains accepteront donc ma présence à ces audiences. Depuis 2017, j'ai assisté à une quarantaine d'audiences de 24 familles, certaines familles ayant évidemment été reçues plusieurs fois. Je vous précise donc que je ne m'occupe pas des enfants qui viennent en audience, qu'ils sont pris en charge par ailleurs et que je suis là, d'une certaine manière, au service, entre guillemets, des juges qui les reçoivent. Mon nom figure sur les comptes rendus, je n'interviens pas pendant les audiences et je remets ensuite nous discutons et je remets un compte rendu officieux, on va dire, sur ce que j'ai pu observer pendant ces audiences. Le juge des enfants, quel est le but de ces audiences? Le but de ces audiences, c'est que le juge des enfants prenne des décisions immédiates sur le lieu où vont vivre les enfants, les visites qu'ils vont pouvoir faire à leurs parents, leur fréquence, les visites à la famille élargie. Et ces conséquences, les décisions sont à la fois immédiates et vont continuer dans le temps. De quoi dispose-t-il comme information? Il dispose de ce que le juge d'instruction a bien voulu lui envoyer des auditions des parents, mais parfois il ne les a pas. Il dispose en principe d'un bilan médical qui a été fait à l'arrivée et d'un bilan psychologique, mais généralement il ne l'a pas. Il va donc diligenter des mesures d'investigation auprès de ces familles. Ces mesures vont être effectuées par la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, ou par l'aide sociale à l'enfance. Il peut également demander des expertises. Ces mesures d'investigation sont extrêmement fouillées, mais elles prennent le plus souvent plusieurs mois. La première audience de ces enfants retour de zone irako-syrienne doit avoir lieu dans les 15 jours après leur retour. Au moment où ils arrivent, principalement à Roissy, maintenant dans d'autres aéroports, les enfants sont immédiatement séparés de leur mère ou de leurs parents quand le père est là, mais c'est beaucoup plus rare. Ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance qui les place dans des familles d'accueil volontaires, immédiatement à la sortie de l'avion. Par la suite, donc, les membres de la famille élargie, s'ils le demandent, pourront être reçus. Alors, quand ils sont reçus, ça fait du monde. Dans le bureau du juge, il y a les enfants, la famille d'accueil, l'aide sociale à l'enfance, les parents, le ou les parents qui sont extraits de prison et qui arrivent avec plusieurs personnes qui assurent la sécurité, on va dire, les avocats, le ou les avocats. Il faut savoir que ces enfants, quel que soit leur âge, ont un avocat. Chaque enfant a un avocat. Habituellement, vous savez peut-être que les enfants susceptibles d'avoir un avocat doivent avoir au moins 7 ans. Il a été obtenu pour ces enfants-là, même si ce sont des nourrissons, qu'ils aient un avocat. Donc, il y a beaucoup de monde dans des bureaux tout petits et je voudrais vous signaler qu'une des juges a un dispositif que je trouve extrêmement intéressant. Les chaises sont en rond en face du bureau et seulement deux de ces chaises, qui sont l'une à côté de l'autre, ont un coussin. Pour la juge, et elle le dit, c'est la place des parents. Alors s'ils sont présents, ils s'assiedent évidemment sur ces chaises, l'un à côté de l'autre, mais s'ils sont absents, même s'il y a 15 personnes dans le bureau, les chaises restent vides. C'est-à-dire qu'elle indique ainsi que c'est la place symbolique du père ou de la mère, qu'il soit présent ou absent, qu'il soit vivant ou mort. Je vous signale aussi que ces audiences sont très longues et qu'elles peuvent durer 2 à 4 heures. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a du monde, ensuite parce que les personnes qui sont en prison arrivent en retard. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui font que ça peut être extrêmement long. À ce jour, il y a à peu près une centaine d'enfants, peut-être maintenant un peu plus, qui sont revenus de zones de guerre avec 1 ou 2 parents ou des enfants orphelins.
Je vous précise aussi, parce que c'est un point qui a été souvent mis en avant, que ces enfants, pour la plupart, ont moins de 6 ans. On a beaucoup parlé d'adolescents qui pourraient revenir, etc., et qui seraient très dangereux. À ce jour, je n'ai vu qu'un seul adolescent qui soit revenu. Pour ces enfants, donc, certains sont nés en France et ont été emmenés en Syrie, généralement, par leurs parents, ou ils sont nés dans le califat de Daesh, ou avant sa proclamation. Ceux qui sont nés sur place n'ont pas d'état civil au retour. Je vous rappelle, pour que vous repériez, que le conflit a débuté à l'été 2011, que Daesh émerge à l'été 2013, que le califat est proclamé fin juin 2014, il atteint son apogée en 2015 et il s'effondre en 2017. Certaines de ces femmes reviennent avec 5 ou 6 enfants, certaines sont enceintes et vont accoucher en prison. Avec Thierry Baranger, on avait publié dans la revue Le Débat un premier article sur le sort de ces enfants et les pratiques qui ont été mises en place, à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan médico-légal, et aussi sur les inquiétudes que ces enfants suscitent dans la société. Vous avez certainement entendu parler, et on en entend parler encore aujourd'hui, des appels pour que ceux qui vivent dans les camps rentrent en France, surtout depuis le retrait des troupes américaines. Et vous connaissez certainement la circonspection du gouvernement français à faire revenir ces familles, avec une politique dite du goutte à goutte, hein, du cas par cas. Très peu d'enfants et leurs familles rentrent en France, les orphelins plus que les autres. Pour que des enfants reviennent sans leurs parents, il faut que leurs parents donnent l'autorisation. Généralement, ces femmes ne le font pas, car elles savent parfaitement qu'une fois que leurs enfants seront rentrés en France, elles seront abandonnées, on va dire ça comme ça. Donc ces retours s'effectuent absolument au compte-gouttes. Lors d'une audience, le juge pour enfants, ce n'est pas un juge d'instruction. Autrement dit, la personne qu'il a en face de lui, il ne s'adresse pas aux djihadistes, à l'ex-djihadiste, à l'actuel djihadiste, au futur djihadiste, mais il s'adresse à un parent. Et il est immédiatement limité dans les questions qu'il pose. Toute question portant justement sur l'engagement, etc., étant jugée hors cadre, et lorsque cette personne a un avocat, ce qui est le plus souvent le cas, il est immédiatement recadré. Donc il se concentre sur les enfants, ce qui est son rôle bien évidemment. Il demande, que cherche-t-il à savoir ? Il cherche à savoir si les enfants ont été emmenés de France, comment ils ont vécu, comment ils vivaient, avec qui ils avaient des liens, avec quels grands-parents par exemple. Il cherche à savoir dans quelles conditions ils ont été emmenés. Il cherche énormément à savoir ce qu'ils ont vécu là-bas et dans quelles conditions ils ont pu rentrer. Il cherche à savoir également les conditions de la grossesse, de l'accouchement, de la naissance, quelle éducation ils ont reçue, ou plutôt en général quelle absence d'éducation. Il cherche à savoir aussi ce qu'on leur a dit sur place, ce qu'on leur a dit au moment de partir, ce qu'on leur a dit au retour, et il cherche également à savoir comment ce père ou cette mère, encore une fois beaucoup plus souvent cette mère, va restituer l'histoire à l'enfant. Alors, depuis, vous savez peut-être enfin vous vous souvenez peut-être qu'en septembre 2016, il y a eu un attentat manqué à Notre-Dame, et que jusque-là, les femmes étaient très peu poursuivies. Et elles faisaient l'objet de contrôles judiciaires, mais qu'elles n'étaient pas systématiquement incarcérées. C'est à ce moment-là qu'on a découvert, entre guillemets, que les femmes pouvaient être tout à fait actives dans ce genre de situation. Et aujourd'hui, elles sont systématiquement inculpées, je cite exactement, de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes
d'atteinte aux personnes, mais aussi, et c'est ça qui est important, d'abandon moral ou matériel de mineurs en relation avec une entreprise terroriste, ce qui prend davantage en compte le sort qui a été réservé aux enfants. Voilà, donc dans le bureau du juge, vous avez compris, je crois, que les enfants et les parents, lors de la première audience, se revoient pour la première fois depuis leur arrivée. Et donc, vous conviendrez que les conditions dans lesquelles je suis, c'est-à-dire dans le bureau du juge, sont très loin de ce qui peut se passer dans le cabinet du psychanalyste. Ces femmes n'ont pas... il n'y a pas de profil type, on l'a déjà dit beaucoup, mais elles ont des points communs. Je dois dire que, par souci de discrétion et de secret professionnel, je ne peux pas en parler, je ne peux pas vous présenter des cas. D'autant que la plupart de ces femmes que j'ai vues n'ont pas encore été jugées. Autrement dit, si elles avaient été jugées, il serait plus facile d'en parler puisque ça aurait été public. Mais elles ont quand même des points communs. D'abord, elles sont jeunes. Elles ont entre 18 et 30 ans. Ensuite, elles sont dans une situation particulière car elles veulent se présenter sous leur meilleur jour. Pourquoi ? Pour revoir leurs enfants, bien sûr, pour avoir l'autorisation de revoir leurs enfants qui leur est accordée. Elles ne l'obtiennent pas de haute lutte, ça leur est accordé. Et surtout, elles doivent dire qu'est-ce qu'elles souhaitent pour leurs enfants, et généralement, elles souhaitent que les enfants retournent dans leur famille. Ce qui est assez frappant, c'est qu'elles ont un discours extrêmement stéréotypé, un discours de victime, et ce discours victimaire est soutenu par leur avocat. Celles qui sont parties avec mari et enfants, c'est parce qu'il a changé, c'est parce qu'elles ne voulaient pas abandonner ni leur mari ni leurs enfants. Certaines sont parties pour rejoindre un homme, hein, il y a des recruteurs bien évidemment. Elles disent qu'elles sont parties par amour, mais curieusement, ce mari, elles ne l'ont jamais rencontré. Quand je dis mari, c'est un mariage religieux. Ce mari, elles ne l'ont jamais rencontré et elles n'ont même pas assisté à leur mariage. Le départ a toujours été précipité, elles n'ont prévenu personne et on dit aux enfants qu'elles partaient en vacances. Et puis sur place, elles n'ont plus rien dit du tout. Elles disent qu'aucun enfant n'a vu des vidéos de décapitation, ce qui n'est pas toujours exact, qu'aucun n'aurait été enrôlé dans les écoles de Daesh, ce qui dépend de l'âge des enfants. Curieusement, enfin on est toujours surpris de découvrir ça, les grossesses ont été plutôt bien suivies. Il y avait du temps du califat des hôpitaux réservés à ces femmes, avec échographie, etc., etc. Les bébés sont allaités le plus longtemps possible, c'est assez difficile de trouver du lait artificiel, et les autres enfants ne les ont jamais quittés. Elle raconte que la fuite sous les bombes, la prison, souvent, les camps, ça a été absolument terrible pour elles, mais pas pour les enfants. Elles disent toutes qu'elles les ont énormément... Elles disent deux choses. Elles les ont protégés, ils sont trop petits pour comprendre. Lorsque le père est mort, ce qui est assez fréquent, la mort du père est annoncée comme un accident, alors que dans un cas tout à fait documenté, le père, l'homme, a été exécuté par ceux-là même qu'il était allé rejoindre et avec qui il avait combattu. Lorsque l'homme meurt, la femme touche de l'argent et elle est immédiatement remariée. Une femme en Syrie, actuellement, en tout cas du temps du califat, ne peut pas ne pas avoir de mari. D'abord, elle est là pour ça, elle est là pour faire des enfants. Alors, au retour, dans l'avion, les enfants étaient préparés ou non. Ils ont la possibilité d'avoir été préparés. Généralement, la Croix-Rouge les accompagne et on leur dit ce qui va se passer. D'autres n'ont rien annoncé, d'autres femmes n'ont rien annoncé parce qu'elles-mêmes sont incapables d'anticiper cette séparation, alors qu'elles savent toutes parfaitement
qu'elles vont aller en prison à l'arrivée. Curieusement, certains enfants ne parlent que l'arabe. Elles-mêmes sont françaises, c'est parce qu'elles sont françaises qu'elles reviennent en France, mais elles n'ont parlé à leurs enfants que l'arabe. La question de la religion n'est absolument pas abordée, et quand on leur dit « mais finalement pourquoi vous êtes partis là-bas ?» certaines disent « moi je voulais être libre de porter la burqa sans être inquiétée dans la rue ». Et elles désignent la France comme intolérante. D'autres disent, l'une d'elles dit voilà madame la juge, je suis arrivée là-bas, j'ai vu tout de suite que c'était pas pour moi. Comme au Club Med, je suis arrivée dans une maison, une très belle maison, mais j'ai vu tout de suite que c'était pas pour moi et donc j'ai voulu rentrer. Le retour peut prendre 1 à 2 ans, ça devient un petit peu compliqué. Elles sont le discours du juge est une pression importante pour qu'elles parlent à leurs enfants. Pourquoi on leur dit de parler à leurs enfants? D'abord parce qu'on pense que c'est utile que les enfants sachent les tenants et les aboutissants de leur histoire, c'est une première chose. Par ailleurs, on leur lit les premiers rapports qui ont été faits, où franchement les enfants au retour ils vont pas très bien. Et elles sont extrêmement surprises. Elles disent ils sont trop petits, ils vont oublier. On ne s'est pas rendu compte que ça pouvait avoir des conséquences sur eux. Néanmoins, elles acceptent que les enfants soient pris en charge, puisque bien entendu, elles sont détentrices de l'autorité parentale, donc elles ont leur mot à dire, et aucune n'a refusé, une seule disant « je ne veux pas qu'on prononce devant lui le mot Syrie ». C'est elles qui ont souffert, mais elles se présentent toutes comme de bonnes mères. Elles ont vu tout de suite que leur idéal de vivre dans un pays appliquant la charia, en fait, elles se trouvaient dans un pays en guerre, avec des exactions très importantes, dont elles étaient spectatrices. Elles ont souhaité rentrer, encore que pas toutes, mais ça a pu prendre des années, puisque si les retours au début étaient possibles, ensuite ils sont devenus extrêmement difficiles, risqués, coûteux. Et c'est certainement encore le cas maintenant. Elles veulent que les enfants retournent dans leur famille, pour la plupart, même si elles-mêmes sont parties pour fuir une emprise familiale qui leur paraissait insupportable. Ça, on le voit très bien, les filles très jeunes, pour certaines d'entre elles, ont quitté une emprise familiale pour se trouver dans une autre emprise. Alors, quand elles retrouvent leurs enfants, évidemment, l'émotion est palpable, mais il est assez intéressant d'observer que les enfants ne se précipitent absolument pas sur leur mère, et elles non plus. Ils acceptent d'aller vers elle, mais ils s'en détachent pratiquement tout de suite, ils retournent vers la famille d'accueil et jouent par terre. Et les séparations en fin d'audience sont plutôt faciles, et même très faciles, tout au moins les premières fois, et c'est assez surprenant pour des enfants qui n'ont jamais été séparés de leur mère auparavant. Cela dit, je dois dire que je ne prends absolument pas le risque de vouloir à tout prix interpréter ce qui se passe dans le bureau du juge. J'observe pour le moment, je vous fais part de mes observations, mais je crois qu'il serait assez malvenu de forcer une interprétation. Le contact avec les pères est assez différent, moins distant, mais plus chaleureux, plus maternel d'une certaine manière. Ces hommes qui ont été des combattants de Daesh ont des contacts physiques et assez émotionnels avec leurs enfants. L'un d'eux a demandé pardon à ses enfants dans le bureau du juge et leur a donné l'autorisation de tout dire. Parce qu'il faut savoir que ces enfants ont des instructions de leurs parents et que souvent ces instructions, c'est de leur interdire de parler. Alors, après, une fois que le juge a connaissance des enquêtes auprès des parents, des enquêtes fouillées, là pour le coup, des questions posées, la réalité de la protection que les mères ont pu effectuer sur les enfants, elle s'effrite. D'abord, avec qui est-ce qu'elles ont eu des enfants? Le mari a pu changer, mais elles aussi, elles ont changé. Elles ont porté le voile, elles ont suivi des prêches, elles ont adhéré au mode de vie proposé.
Quand elles sont parties après les attentats de 2015, elles ont approuvé les attentats. Certaines pensent encore que ce que disaient les Français en accusant les terroristes islamistes, elles pensent que c'est de la propagande. Elles conviennent quand même d'avoir été déçues de ce qui s'est passé sur place. Mais elles ne sont pas parties de n'importe où en France, mais principalement des enclaves djihadistes que l'on connaît bien maintenant, de Toulouse, de Marseille, de Nice, de Roubaix, soit que leur mari ait rejoint ces groupes, soit qu'elles aient été mises en contact avec des recruteurs en France, recruteurs qui, eux, se sont bien gardés de partir. Ils les ont envoyés là-bas, mais eux, ils sont restés en France. Celles qui disent qu'elles sont parties par amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, n'ont jamais rencontré le recruteur ou le combattant avec qui elles ont été mariées religieusement avant le départ. Sur place, les hommes ont plusieurs femmes. Ces hommes sont des combattants qui ont eu souvent des fonctions très élevées dans la hiérarchie de Daesh. Quand ils meurent, comme je vous l'ai dit, elles touchent de l'argent et elles sont remariées immédiatement. Leur fonction sur place, c'est d'avoir des enfants pour le califat. La contraception est interdite. L'une d'elles est partie avec la pilule et quand elle est tombée enceinte, comme on dit, une fois qu'elle n'a plus de pilule, car on ne peut pas en trouver sur place. Sur place, elles sont quasiment prisonnières dans des maisons de femmes ou avec leur mari tant qu'il est vivant. Et avant de fuir sous les bombes, quand Raqqa et Mossoul ont été repris par les troupes gouvernementales. Elles évoquent très très peu la religion, mais elles ne sont pas du tout aussi ignorantes qu'on l'a cru. Certaines ont fait des séjours en Égypte pour être enseignées, elles ont appris l'arabe, elles ont porté le voile intégral, elles ont enseigné les versets du Coran à leurs enfants, et ça on le sait parce qu'ils les récitent à l'arrivée. Elles leur ont très peu parlé français, et elles leur ont imposé les 5 prières par jour. Celles qui reviennent après la chute du califat ont éventuellement été des recruteuses, faisant venir d'autres femmes pour leur mari. On peut retrouver, quand on va sur Internet, certaines femmes que l'on a vues revenir, on peut les voir très facilement. Et on voit les interviews qu'elles ont données à des journalistes qui ont été les filmer sur place. Ou ça, dans les camps kurdes du nord de la Syrie. Elles tiennent des discours très hostiles à la France. Mais je dois dire que ces discours doivent être, là aussi, il faut être très prudent, parce que dans les conditions dans lesquelles elles sont donc dans des camps, si elles ne tenaient pas de discours hostiles à la France, je pense qu'elles seraient immédiatement exécutées. Et donc, ça n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas pour les disculper, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent là aussi, quand on essaie d'interpréter ce qu'elles disent. Il y a donc un énorme contraste entre l'image quand on voit ces jeunes femmes qui sont extraites de prison, elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont maquillées, elles portent des baskets, elles se présentent comme victimes et elles se présentent comme des mères parfaites. En prison, elles ne portent jamais le voile, mais quand elles sont sous contrôle judiciaire, elles peuvent éventuellement venir voiler. Franchement, elles suscitent plutôt la sympathie. Et on voit bien, quand on entend les psychologues qui les suivent en prison, qu'elles suscitent aussi une forme de pitié pour leur immaturité, une immaturité que je trouve d'ailleurs loin d'être prouvée. Il y a une forme d'identification des psychologues à ces femmes qui rend leurs observations assez particulières. Jamais on ne leur dit qu'elles ont rejoint des pays ou des États qui avaient pour mission de détruire les mécréants et les koufars, terme très utilisé par les enfants. On ressent très bien la dissociation entre la femme et la mère, au profit de la mère, du point de vue des travailleurs sociaux. Et il est de fait d'ailleurs que jusqu'à présent, il y a une seule femme qui s'est révélée incapable de donner les soins adéquats à son enfant. Les autres y arrivent tout à fait, mais quand même, on est frappé par les carences de ces enfants. Ils ne savent pas jouer, ils ne connaissent pas de chansons, aucun ne sait lire et écrire.
En revanche, ils sursautent au moindre bruit et leurs nuits sont peuplées de cauchemars. Donc ces femmes, comme je vous l'ai dit, elles sont poussées, ainsi que la famille élargie, à construire le récit qui sera transmis aux enfants. Au premier abord, elles n'en voient absolument pas la nécessité. Elles trouvent ça totalement inutile, d'autant qu'elles-mêmes sont dans une reconstruction qui minimise leur responsabilité au regard de celle du père. Alors c'est une injonction non exempte de contradiction, car s'il faut dire aux enfants d'où ils viennent et pourquoi, il est recommandé aussi qu'ils n'en disent rien à l'extérieur. Car quand ils vont être scolarisés, on maintient la fiction qu'on ne sait pas d'où ils viennent pour ne pas qu'ils soient stigmatisés. Donc à brève échéance, quand on revoit ces enfants, on voit qu'ils vont mieux et qu'ils sont même suradaptés à leur nouveau milieu. Et je voudrais dire qu'on ne dira jamais assez de bien du rôle positif des familles d'accueil qui ont bien voulu les recevoir. Ce sont des familles d'accueil pour la plupart musulmanes. Elles sont volontaires, elles peuvent leur parler leur langue, les comprendre, et évidemment les comprendre quand même par l'arabe, les faire vivre en respectant leurs croyances religieuses, mais seulement dans la mesure où ça n'entrave pas leur liberté de chanter, d'écouter de la musique, de faire du sport, de vivre dans la mixité, et pour elles-mêmes de dévoiler leurs bras ou leurs jambes si elles le souhaitent, et évidemment de ne pas être voilées. Les enfants leur font des réflexions parfois assez violentes. Donc, à court et à moyen terme, les enfants vont mieux. L'amnésie infantile fait son œuvre, ils restent en contact avec leurs parents incarcérés, sans adhérer au fantasme qu'ils seront de futurs terroristes, mais il n'empêche qu'on peut quand même se poser des questions pour la suite. Rien ne dit aujourd'hui que si Daesh est un échec, elles renoncent à l'idéal qu'ils proposent. Dans quelques années, elles vont sortir de prison. Elles vont reprendre leurs enfants, qui sont toujours en famille d'accueil, ou parfois remis à leurs parents. Leurs parents, qui sont souvent parents d'un certain nombre d'enfants, qui sont parfois plusieurs à être partis en Syrie, et dont certains ne sont toujours pas rentrés. Personne ne peut dire si, lorsqu'elles critiquent leur engagement, elles sont sincères, ou si elles jouent à ce que l'on attend d'elles. Alors Thierry Baranger, donc le président du tribunal pour enfants, lui, il a tendance à penser, peut-être qu'il n'a pas tort, que les parents évoluent grâce à leurs enfants. Tous les parents disent qu'ils ont voulu rentrer. Tous les parents disent, que s'ils ont voulu rentrer, c'est pour assurer une vie meilleure à leurs enfants, et ils ne peuvent que constater que c'est le cas, même s'ils critiquent les mesures d'assistance éducative. Les parents sont extrêmement critiques par rapport à ce qu'on leur propose en France. C'est tout à fait surprenant d'entendre ça. Dans quelques années, les parents, la famille élargie, raconteront ce qu'ils voudront, ce qu'ils pourront, des raisons pour lesquelles les enfants ont été entraînés dans cette aventure, si tant est qu'ils en parlent, car très sincèrement, ils ne sont pas du tout convaincus par les injonctions qu'on leur fait de le faire. La crainte existe de voir ces enfants, de voir que ces enfants devenus adultes suivent le chemin de leurs parents. Et c'est en partie ce qui motive les injonctions à leur parler. Voilà, dans l'immédiat, il semble que ce qui les intéresse, c'est de savoir où ils vont vivre, quand et comment ils vont voir leurs parents et s'ils vont les revoir. Leur prise en charge psychothérapique est systématique à l'hôpital d'Avicenne, mais je dois dire que je mesure la difficulté car ces thérapeutes, qui sont des gens extrêmement compétents, ne voient pas les parents, ne connaissent pas l'histoire. Les enfants sont très jeunes, la plupart ne parlent pas encore. Je ne vois pas bien, j'imagine plutôt leur difficulté à trouver du sens dans les symptômes que présentent leurs enfants. Donc le but, en tout cas, n'est pas de fabriquer des victimes, mais plutôt des individus libres, mais plutôt de fabriquer des individus libres. Et au vu de ce que contiennent les dossiers d'assistance éducative, qui sont énormes,
Personnellement, je milite pour que ces enfants, une fois devenus majeurs, puissent y avoir accès, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les dossiers d'assistance éducative ne sont pas tous archivés, certains sont détruits à l'aveuglette, et il n'est absolument pas aujourd'hui possible pour un enfant devenu adulte d'avoir accès à ce dossier. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce travail est en cours. Pour revenir à notre sujet, on peut parler de pulsion de mort quand ces femmes participent d'une manière ou d'une autre à la destruction de l'État français, pulsion de mort quand les enfants sont conçus pour peupler le califat, mais pulsion de vie pour rentrer en France au péril de leur vie. C'est la question. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Caroline, parce que c'est quand même une position très inédite pour une psychanalyste que de se retrouver... je ne le fais pas dire. À assister finalement comme témoin, vous n'interveniez pas. On ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir en plus, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est. On ne peut pas. Je veux dire, on était avec vous, peut-être que vous ne l'avez repassé, on était dans le bureau du juge, nous aussi, c'est ça qui est intéressant, avec des témoignages effectivement sur la souffrance finalement de ces enfants qu'on ignore, sur l'ambiguïté de ces femmes, vous l'avez dit à plusieurs reprises, on ne sait pas quel est leur discours, si elles disent ça parce qu'elles veulent protéger leurs enfants, le passé, le mari, et surtout essayer d'être libres le plus tôt possible, puisqu'elles sont emprisonnées systématiquement. Enfin bon, ça fait tout ça, mais après, dans la discussion, j'aurais d'autres questions sur, justement, vous, votre sentiment d'analyste, même si vous n'étiez pas en situation de séance, il y a une demande de leur part, mais comment vous vous êtes positionné aussi. Mais bon, alors maintenant, on va passer au dernier intervenant de cette table ronde. Mon propos va être un peu décalé par rapport à celui de Caroline. Ce qui me préoccupe est très certainement beaucoup moins grave que ce que Caroline, cette position très exceptionnelle qui a été la sienne, mais aussi la position très exceptionnelle de ses familles. C'est quand même quelque chose de très incroyable. Voilà. Alors, mon exposé va se faire en 3 temps sur l'emprise. Dans un premier temps, je vais parler de la judiciarisation de l'emprise aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vais parler de la question de l'emprise pour Freud. Et dans un troisième temps, qui pour moi est le plus important aujourd'hui pour vous, en fait, que j'ai envie de vous livrer, c'est la question de l'emprise dans un cas, je ne vais pas le faire de manière générale, mais dans un cas qui est celui d'une fin d'analyse, emprise dans le cas d'une fin d'analyse. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où, de temps des affaires, et il y a 3 affaires dont je vais parler, l'affaire Matzneff, très très rapidement, l'affaire Weinstein et l'affaire Tariq Ramadan. Matzneff, comme vous le savez, l'écrivain, a proclamé sa pédophilie sans encombre tout au long de sa carrière littéraire jusqu'à sa chute aujourd'hui. Rappelons pourtant que la pédophilie est considérée comme un crime dès notre premier code pénal en 1791 en France, où le crime était déjà puni de très lourdes peines de travaux forcés. Alors, un saut important, la monarchie de Juillet réforme en 1832 le code pénal, et à ce moment-là, la pédophilie devient implicite. La loi introduit l'attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 11 ans. La contrainte sexuelle de l'adulte sur l'enfant ne devient explicite que tardivement dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, Convention de New York de 1990. En 2 siècles, le chemin du droit est logique. Pourtant, la pédophilie est longtemps considérée comme une forme d'homosexualité socialement tolérable, ce qui est quand même paradoxal.
En témoigne l'usage extensif de ce terme ancien, pour même dire un terme antique, ce mot de pédéraste, de pédé, à la place d'homosexuel, une manière de rapporter la pédophilie à l'initiation sexuelle, telle d'ailleurs que Matzneff l'a revendiqué, l'a défendu. Il y a eu un temps, pas si loin, un temps que nous avons connu, où les progressistes se sont insurgés pendant les années 70-80 contre un ostracisme bourgeois. C'est l'âge d'or de l'apologie de la pédophilie qu'Ariane Chemin, dans Le Monde du 29 février dernier, relate. À propos de quelques rares condamnations, nos intellectuels les plus notoires ont pétitionné. Guy Hockenheim, par exemple, affirme sur France Culture que la criminalisation de la pédophilie est le fruit de la croyance, je le cite, en la totale étrangeté de l'univers enfantin et de l'univers adulte. Fort de la reconnaissance de la sexualité de l'enfant, se réclamant d'ailleurs de Freud et de Dolto, ces intellectuels négligent l'immaturité des mineurs et un impossible consentement. La reconnaissance d'une confusion des langues est considérée alors comme réactionnaire. Quand le mouvement MeToo lèvera l'omerta de la banalisation des viols et des violences sexuelles, les questions d'emprise et de consentement seront posées et viendront interroger la vie sexuelle dans son ensemble. La notion de zone grise, la notion d'une violence inhérente à toute sexualité, à toute altérité, sera vite balayée. L'heure est aujourd'hui à la judiciarisation de l'emprise qui vient définir de nouveaux usages sociaux. Deux autres exemples après Matzneff. Des 4 accusatrices ayant porté leur affaire en justice, parmi les très nombreuses victimes de Weinstein, 2 l'ont recontacté après leur viol. Les avocats de la défense ont bien entendu plaidé la relation consentie. Mais la procureure américaine rétorque, je la cite, « Ce n'était pas une relation. Elle était la poupée de Giffon de Weinstein. Les victimes sont agressées, ne résistent pas, ne dénoncent pas immédiatement l'agression et recontactent leur agresseur. » Fin de citation. Autre cas, un peu plus récent. Face à ces juges, le 13 février dernier, Tariq Ramadan est inculpé à nouveau suite à la plainte de 2 femmes qui étaient précédemment entendues comme témoins. L'une d'elles explique au juge, je la cite, « C'est d'un autre ordre que le viol physique. Cela va au-delà. Il y a de l'emprise. Il y a un viol moral. Il a une telle emprise sur vous qu'on fait tout ce qu'il vous demande. On n'est plus maître de notre personne. Mais cette relation a été consentie. Il faudrait, dit cette femme, une autre infraction pour ce genre de personnes. » Évidemment, face au juge, Ramadan réplique « J'aimerais que vous me fassiez connaître la définition criminelle du viol moral dans la loi française et dans la jurisprudence. » Dans tous les cas, ces hommes font toujours usage et abus d'une position dominante, adultes en responsabilité auprès d'enfants, producteurs vis-à-vis de jeunes actrices, prédateurs vis-à-vis de fidèles crédules. Dans tous les cas, l'emprise est déniée pour que le consentement fasse de ces affaires une pratique privée entre adultes. Récemment, toujours à propos du cas de Tariq Ramadan, la justice a demandé une expertise inhabituelle au docteur Zaguri. Quel statut donner, a demandé la Cour, quel statut donner à l'emprise dans l'affaire qui oppose Ramadan aux 6 victimes qui l'accusent de viol? La tâche est difficile, encore une fois, Tariq Ramadan l'a remarqué, l'emprise n'est pas reconnue dans le droit français. L'instruction perplexe sollicite l'expert pour éclairer l'ambivalence des victimes dont elles ont fait état auprès du juge d'instruction. Après leur viol, la plupart d'entre elles ont gardé contact avec leur agresseur, ce qui amène la défense à plaider le consentement. Daniel Zaguri nous éclaire avec le cas de Enda Ayari, ancienne salafiste, aujourd'hui militante féministe.
quelqu'un qui a des idéaux, dans un cas comme dans l'autre. Elle fut violée au printemps 2012 et à l'automne, elle envoyait encore des SMS d'amour, de sexe, de colère et de haine, les quatre. Zaguri écrit « Elle maintient un lien érotisé qu'elle explique comme le moyen de ne pas renoncer à ses espérances grandioses, mais aussi à l'inverse, écrit Zaguri, comme une façon d'entrevoir une vengeance sur le terrain même de son agresseur. » Alors vous voyez, comme pour toute pulsion, l'emprise se retourne depuis l'objet sur le corps propre du sujet qui l'a exercé. Vous rappelez que Lacan considérait que le sens de la pulsion vaut surtout dans son trajet retour sur le sujet. Zaguri note que le désir de rétorsion de ces femmes abusées vient dans un après-coup souvent tardif, devant l'absence de considération de l'auteur, de Ramadan, pour leur désir propre, pour leur corps propre, pour leur dignité, sans qu'elles ne cherchent à nier leur consentement initial. Il y aurait donc, si on prend toute cette affaire, la manière dont Zaguri est en train de nous la rapporter, un goût, certainement, pour la contrainte. Ce n'est pas un homme qui se montre dans une position totalement différente de celle qu'il va exercer dans la violence, un goût pour la contrainte, mais l'emprise consentie n'équivaut pas à ce que leur désir soit bafoué, leur être soit avili. C'est un point important, à mon avis, qui confirme le propos freudien. La Bemächtigungstrieb, la pulsion d'emprise, n'est pas une pulsion sexuelle et doit être différenciée, nous dit Freud, du sadisme comme pulsion sexuelle, celui-ci. L'emprise s'apparente au rapport d'indifférence du petit enfant pour son objet. Winnicott, je vous rappelle, parle de ruthlessness, qu'on a d'abord traduit par cruauté, érotisant ainsi la relation en sadisme, alors que le mot anglais a justement été traduit par ma collègue Laura de Thiville en manque d'égard. Manque d'égard pour l'objet. L'enfant jouit de son objet dans l'indifférence pour l'altérité, plus que dans la cruauté ou le sadisme. Pour l'altérité, dirait Freud, pour ce Nebenmensch, cet autre secourable, qui écrit comme Freud le nomme dans l'esquisse. Alors, ma deuxième partie, c'est la pulsion d'emprise chez Freud. Donc je disais que les termes de Bemächtigungstrieb et de Bemächtigungsapparat, appareil d'emprise, qui dit quelque chose d'une relation plus complexe, si on parle d'appareil que si on parle de pulsion, sont peu fréquents dans l'œuvre de Freud. J'en fais état parce que je crois aujourd'hui que c'est, j'ai envie de dire, assez à la mode et assez nécessaire, mais dans l'œuvre freudienne, Paul Denis, le psychanalyste, a compté uniquement 17 occurrences de Bemächtigungstrieb. 17 fois dans son œuvre, c'est pas beaucoup. Après 1920, la pulsion de mort, dont nous a parlé tout à l'heure Didier Lorue, met un terme à l'usage de pulsion d'emprise. C'est en 1905, par contre, dans les 3 essais, que Freud isole cette pulsion, non en ce qu'elle ne permet pas, cette pulsion, en ce qu'elle ne permet pas de décharge, de satisfaction. Donc cette pulsion non sexuelle. Plus tard, en 1915, 10 ans plus tard, dans Pulsion et destin des pulsions, Freud écrit que l'enfant exerce sur l'objet une emprise qui se caractérise par l'usage de la force et, Didier nous rappelait, par une activité musculaire. Je crois que quand Freud parle de l'activité musculaire, c'est pour ne pas parler de la haine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inscrit corporellement et c'est indépendant d'une haine qui serait dirigée sur l'objet. La sexualité orale, les appétits cannibaliques, ou bien les appétits anaux, l'activité musculaire, accompagnent l'emprise par frayage, nous dit Freud. Et ça, c'est très important. Il rajoute en 1915 une note à son texte de 1905, que je vais vous citer. L'émotion cruelle, celle-ci, dérive de sources indépendantes de la sexualité, mais sont susceptibles par anastomose d'entrer précocement en liaison avec celle-ci.
Donc on a une pulsion non sexuelle extrêmement archaïque, mais qui va être au service, en fait, de la pulsion sexuelle et qui va être au service de la pulsion de mort. En 1920, l'emprise, en effet, pour Freud, est au service du sadisme sexuel. L'emprise dans l'amour vise alors à la destruction de l'objet, ce qui n'était pas le cas initial. Il me semble important de pouvoir toujours aujourd'hui, dans la clinique, différencier au cas par cas ce qui revient à l'emprise comme mode archaïque d'être à l'autre, j'ai besoin de le tenir pour pouvoir en vivre, et ce qui est quand même assez souvent le cas chez les psychotiques, par exemple, chez les sujets addicts, par exemple, hein, dans les états limites, et ce qui se rapporte à la perversion. Je pense que c'est important de ne pas rendre synonyme l'emprise et la perversion. Le même objet, d'ailleurs, peut être à la fois pour Freud objet d'emprise et objet de satisfaction. Ce n'est pas forcément un objet de satisfaction. Ça peut être un objet qui pourrait servir le sujet, certainement, mais ce n'est pas forcément un objet de satisfaction. Et chacun, dans la relation, peut alternativement en être sujet et objet, suivant cette capacité que nous avons de pouvoir se mettre dans une position active ou passive par rapport à la même pulsion. La biface et la bilatéralité de l'emprise me semblent toujours présentes dans l'analyse. Elle est instituée par le cadre lui-même, mais contrairement à la relation intersubjective banale, ici, chacun des deux partenaires exerce sur l'autre une emprise dans l'analyse qui les garantit contre la satisfaction. Tout du moins, on peut l'espérer. Ce n'est pas toujours le cas. Dans l'analyse, l'emprise devrait garantir contre la satisfaction. On tient l'objet, on n'en jouit pas. On le tient. L'emprise peut y devenir tyrannique, comme elle l'était du temps de l'hypnose. L'emprise, c'est effectivement quelque chose qui, dans l'hypnose, est un point important. Du côté du patient, la stricte observance de la règle fondamentale conduit souvent à une répétition sans fin qui endort ou cloue l'analyste sur son fauteuil. Hein, on est là dans une emprise de l'analyste. Du côté de l'analyste, un silence lourd, une impassibilité glaçante, ou au contraire des interventions trop directives ou intrusives, des interprétations violentes, mal à propos, sont autant plus traumatogènes qu'elles émanent ici aussi d'une personne usant et abusant de son autorité. Rappelez-vous, Ferenczi, qui l'avait largement dénoncé auprès de Freud, qui reprend à son compte ce mot d'Anatole France dans Analyse avec fin et Analyse sans fin, à l'homme à qui échoit la puissance, il est bien difficile de ne pas en mésuser. Et j'en arrive à ma dernière partie à propos de ce cas. Et je l'ai intitulé « Se dégager de l'emprise ou l'éprouver une dernière fois ». En 10 ans d'analyse, Lucie a eu le temps de désidéaliser son vieux père, de régler un complexe maternel longtemps masqué par l'efflorescence oedipienne père-fille. J'ai à peu près l'âge de son père. Dans son métier artistique, elle a pu finaliser une œuvre qui lui tenait à cœur, et j'ai pensé que le dénouement de cette cure était proche. De mon côté, le transfert paternel incestueux ne m'avait pas laissé indifférent, d'autant que Lucie prenait un malin plaisir à décrire ses relations amoureuses de façon très explicite. Très jolie fille. Et voilà qu'elle subit une violence symptomatique disparue depuis longtemps. Crise d'angoisse, insomnie, sentiment de ruine. Elle boucle avec les symptômes qui l'avaient justement amenée à consulter plus de 10 ans auparavant. Elle doute de la cure. Elle se demande si les virulentes attaques contre la psychanalyse, finalement, ne sont pas fondées. S'il ne faudrait pas entamer une thérapie comportementale. Je reste ferme sur les positions et je lui propose une 3e séance hebdomadaire qu'elle accepte très volontiers. Je lui demande de décrire, là je suis un peu plus actif, je lui demande de décrire ses crises d'angoisse. Parce que ça me tracasse, je ne comprends pas très bien de quoi elle me parle quand elle parle de crise d'angoisse. Et elle répond, lorsque je suis allongé, sur un lit, lorsque je suis allongé, et seulement dans ce cas, je ressens un poids énorme sur la poitrine, et ce poids lui donne
une sensation d'étouffement, de mort imminente. Ce qu'elle décrit ressemble à une scène de viol. L'emprise est figurée, comme dans un rêve finalement. Sur le divan, Lucie est en colère et refuse de me tendre la main après les séances pour dire au revoir. Et elle me dit non, non. Elle déclare qu'il lui est insupportable de rester couchée sous mon regard et que la cure, dont elle ne voit pas la fin, participe de son échec. En quelques séances, elle a pu exprimer un transfert négatif inédit. C'est en prenant appui sur mon excitation sadique qui m'avait mis si mal à l'aise que je prends la parole et que je lui dis, je me cite, « Je suis votre psychanalyste et non votre violeur. Vous devez vous sentir en sécurité dans mon cabinet. La position allongée m'importe peu. Je continuerai d'exercer mon travail si vous souhaitiez me parler en face à face. Je n'y vois aucune sorte d'inconvénient. » Cette déclaration, il faut le dire, on est entre nous, résonne quand même un peu comme une dénégation, donc comme un aveu. Je suis son violeur, comme Freud était le capitaine cruel d'Ernst Lanzer, l'homme au rat. D'ailleurs, dans son journal, Freud écrit « À un moment donné, comme je lui fais remarquer que je ne suis pas cruel moi-même, il réagit en m'appelant « Oui, mon capitaine ». Freud se situe-t-il hors transfert, comme l'écrivent depuis de nombreux analystes? Eh bien, moi, je ne le crois pas. Freud est dissocié. En fonction d'analyste, objet du transfert, c'est un cruel capitaine que Lanzer insulte copieusement sans épargner la famille de Freud. Mais il dissocie le titre capitaine du qualificatif cruel. Et Freud dit « Je ne suis pas cruel moi-même ». Il rajoute « moi-même ». C'est une interprétation du transfert, selon moi, et non pas une mise hors transfert. Je sais que mon interprétation, je ne suis pas votre violeur, me dégage de la régression transférentielle, que je renonce à l'explorer. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas elle. La position allongée à laquelle elle est contrainte, à laquelle elle se soumet, est homologue à la scène de forçage sexuel qu'elle a pu connaître. J'ai le sentiment que le retour symptomatique résonne avec un reste accommodé dans l'actuel de la cure en position allongée. Pouvais-je opérer cette main levée, comme on dit dans le droit, cette main levée, ou fallait-il endurer la répétition, voire la laisser recourir à d'autres thérapies, puisqu'elle me disait que la cure procédait de son échec dans la vie. Toujours est-il que Lucie gagne le fauteuil dès la séance suivante. À la veille d'une tournée professionnelle de 2 semaines, elle me remercie alors pour ma, je cite, « générosité ». Renoncer, même provisoirement, à appliquer la cure dans son cadre rigoureux. La rigueur du cadre de la cure lui paraissait donc sans limite, sans que la fin annoncée y mette un terme, sans qu'elle ne s'autorise à y renoncer aussi. En qualifiant de généreuse ma proposition de face à face, il n'a pas échappé à Lucie que je tranchais le nœud gordien cruellement serré par le surmoi de l'analyste. Mais ce mot de généreux n'est-il pas une dernière victoire défensive que j'ai décidément renoncé à analyser? Les effets de mon acte, en tout cas, ne se font pas attendre. Et d'ailleurs sur nous deux. Sur moi d'abord, le regard de Lucie, que je n'ai pas vu depuis 10 ans, eut l'effet immédiat de désinvestir tous mes fantasmes de domination que son récit avait produit. Je soutiens son regard, ni plus ni moins que celui de n'importe quel patient. Pour elle ensuite, la totalité des symptômes disparaissent en 1 semaine. Nos symptômes communs avaient disparu. Au retour de sa tournée, elle m'annonce qu'elle a repris contact avec un homme qui lui plaisait, elle m'en avait parlé il y a quelque temps, et dont elle n'avait plus parlé depuis très longtemps. Ils ont décidé bientôt de s'installer ensemble à l'étranger. Jusqu'à son départ, elle peut déplier cette curieuse fin d'analyse, sans en saisir d'ailleurs tous les linéaments. Sa détermination est restée tranquille et entière jusqu'au jour prévu.
Se méfiant de ses propres actes, elle m'a demandé de la recevoir éventuellement au cours de ses passages à Paris. Je me doutais qu'elle n'utiliserait pas cette opportunité et je ne l'ai jamais revue, c'était il y a plusieurs années. Finalement, elle ne sera restée en face à face que quelques séances jusqu'au clap de fin qu'elle institua avec son départ. Voilà. Bravo, hein, parce que je trouve que à plusieurs titres, d'abord de nous rappeler l'histoire contemporaine avec toutes les affaires dont on entend parler et dans le monde et en France. Ensuite, avec ce rappel de cette notion de pulsion d'emprise qui est assez complexe à saisir chez Freud, hein, mais qui est tout à fait nécessaire et importante, justement par rapport au fait que tu as réussi à la décentrer de ce qu'on a l'habitude de penser usuellement, c'est-à-dire emprise veut dire perversion, l'utilisation de l'autre, jouissance de l'emprise qu'on a sur l'autre, etc. Et tu as pu aussi dissocier justement l'emprise de la jouissance. C'est pas obligé, il suffit simplement de savoir qu'on a l'emprise, ça suffit. On peut en jouir, c'est autre chose. Hein, et c'est réservé à certaines catégories psychopathologiques, c'est vrai. Et puis alors dans ton exemple clinique, où moi ce que j'aime bien quand tu fais ça, je t'ai déjà entendu faire des choses comme ça, c'est-à-dire il remet en question sa position d'analyste, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là on voit le travail de l'analyste comme si on était un peu dans ta tête. D'ailleurs tu nous en fais part, hein, de tes fantasmes, des interactions, de cette position un peu quasi un peu incestueuse dans laquelle elle est, mais tu es aussi, dans laquelle elle t'inclut, quoi. Hein, et que souvent ça arrive d'être inclus par des patients dans une position à laquelle on ne voudrait pas être forcément. Mais bon, de fait, on est à cette place-là dans le transfert et il faut travailler avec. Alors, la fin est assez cocasse, mais le dénouement quand même, et la prise de risque, c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça un acte analytique. C'est tout ce que tu dis, tout ce que tu lui dis là. Je suis votre analyste, je ne suis pas votre violeur. Bon, ce qui est vrai. A priori, c'est assez juste. Mais ce qui est intéressant, c'est les effets. Hein, et les effets subjectifs, aussi bien sur toi, et aussi ce truc, mais continuons l'analyse, la position allongée ne vous convient pas, asseyez-vous comme au début. Et effectivement, autant on peut voir des basculements quand les gens se mettent sur le divan après un temps XY étant assis, et puis l'inverse, comme tu viens de décrire. Et là, il y a quelque chose qui tombe. Je pense en tout cas que, enfin, depuis cette histoire, j'ai repensé pour d'autres cures, ouais, que la fin d'analyse, on doit penser à la manière dont on peut défaire la cure de l'emprise, ouais, qui est nécessaire à la cure. C'est ça. C'est-à-dire la question du regard, entre autres. Entre autres, et c'est d'ailleurs là-dessus que enfin, Lacan en parle beaucoup, mais Freud aussi en parle beaucoup. Bien sûr. Freud en parle beaucoup. Alors, j'aurais une question, mais je regarde pour la discussion tout à l'heure, qui est par rapport à ton topo sur la fin. C'est tu décris ce que Freud décrit dans des articles sur la psychopathologie de la vie amoureuse. Il dit que finalement, enfin non, c'est dans la question du transfert. Il dit que justement par rapport au transfert érotique et le fait que des patientes ou des patients tombent amoureux de leur analyste, etc. Et puis il dit que certains moments il y a des interruptions de cure parce que tout d'un coup les gens vont mieux, parce qu'ils ont enfin trouvé l'être aimé, la personne parfaite, très idéalisée, etc. Et il appelle ça des cures d'amour. Que les patients ou les patientes vont faire des cures d'amour. Bon, alors, voilà. Alors, oui. Parmi les autres personnes présentes, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser des questions, faire des remarques? Bon, parce que moi, alors, je vais juste rebondir sur ton intervention, hein, parce que je trouvais tout à fait intéressant donc, ce que tu as pu dire sur à la fois le poids du réel, et on est au courant, bien sûr, par la presse et puis par nos échanges là qu'on a de temps en temps sur toute cette actualité très traumatique et dramatique que vous vivez au Liban. Et je trouve que tu as insisté sur une dimension dont j'aimerais que peut-être tu développes un peu sur la question du transgénérationnel, parce que je trouvais ça intéressant après dans l'illustration que tu en as fait dans le cas clinique. Oui, on remarque beaucoup ça, un peu
le traumatisme, tant qu'il n'est pas travaillé, alors il survit. Et il se transmet d'une génération à l'autre, surtout sur la 4e génération. On remarque toujours, pratiquement dans le cas clinique, parfois des analysants me disent que j'ai une agressivité, ou bien un désir de vengeance, ou bien comme si ça ne m'appartient pas, comme si c'est hors de moi. Je ne peux pas donner un sens pour ce traumatisme. On remarque que les parents ou bien les grands-parents ont subi un traumatisme surtout de guerre, une certaine vengeance, un secret de famille qui n'a pas pu être mis par des mots, et il y a seulement l'écho du discours des parents par une projection identificatoire qui se transmet à ces personnes. Et il y a toujours une sorte d'enquistement qui reste. Même dans les rêves, quand parfois il y a des rêves, l'analysant raconte des rêves et il se rend compte, il me dit j'ai raconté ce rêve à mon père, il m'a dit que alors le père a le même rêve. Et ce sont des rêves qui ont un scénario qui se rapporte à la guerre. Alors, il y a ces mécanismes de défense, il y a ces fantasmes qui se transmettent d'une génération à l'autre par le quotidien des parents, par l'écho de leur vie, de leur dire même aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui est, alors vous allez me dire c'est un peu acrobatique, mais je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans l'intervention d'Aline et de Caroline. Ouais. Et ce qui me paraît commun, parce que ça me vient à l'instant, et je ne sais pas quoi en penser, c'est qu'en fait, dans ces situations de guerre, l'enfant devient comme le lieu de l'archive de ce qui a pu se passer dans pendant ces événements. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être comme le réceptacle de tout cela. Alors c'est tout à fait net dans ce que nous raconte Caroline, parce que s'il n'y a pas d'enfant, il n'y aurait pas eu ces rencontres dont tu parles, mais Aline dit aussi quelque chose d'assez voisin, c'est-à-dire qu'il y a cet enfant, et d'ailleurs c'est ce jeu de mots qu'il y a autour de la question de la rançon. On a effectivement l'impression que l'enfant est rançonné, mais que c'est aussi le lieu où va être déposé ce qui a pu s'échanger. C'est la rançon elle-même. L'enfant, il est rançonné, mais c'est aussi la rançon elle-même de ce qui a pu se passer entre les adultes eux-mêmes. Et je pense que dans le cas de ces enfants revenus du califat, il y a quelque chose d'un petit peu voisin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors, il y avait, par rapport à ce que évoquait Caroline, moi j'avais une question sur, finalement, de votre place, comment vous avez pu vivre ça, c'est-à-dire, parce que vous parlez des psychologues qui étaient dans l'identification, soit à la mère, soit aux enfants, etc. Je pense que vous avez dû aussi traverser des moments comme ça. Et en même temps, est-ce que les enfants, finalement, vous perceviez des mouvements transférentiels vers vous, par rapport à vous, dans cet aéropage de personnes de la justice Alors effectivement, ma position est assez particulière parce que je suis là au service des juges. Ouais. Au service des juges. Et je suis là pour ça. Je ne peux pas l'oublier. Enfin, je ne dois pas l'oublier. Je ne suis pas là pour mon plaisir, pour ma jouissance personnelle d'être dans cette situation si extraordinaire où finalement personne n'a le droit de pénétrer dans une audience. Hein. C'est pas autorisé. Donc, je fais très attention justement à cette... et en même temps, bon, je suis là pour les juges, mais enfin, je suis moi-même, si je puis dire. Et donc, j'observe des choses qu'éventuellement le juge ne voit pas. En particulier, j'ai le souvenir d'un enfant, d'une petite fille qui était là, et la mère n'avait pas pu venir. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas pu venir? Autrement dit, elle n'avait pas pu être extraite de prison. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte, et qu'elle était sur le point d'accoucher, et qu'on ne voulait pas lui faire faire le trajet.
Et donc, le juge explique ça à l'enfant, ta maman aujourd'hui n'a pas pu venir parce qu'elle attend un bébé. Et à ce moment-là, on a vu la petite fille qui avait une poupée bébé et qui a mimé un accouchement. C'était très clair, la petite fille avait 2 ans. Voilà, donc ça, moi je le vois parce que j'ai une longue expérience avec les tout-petits, mais personne ne le voit. Alors oui, il arrive que les enfants puissent venir vers moi comme vers d'autres. Hein. C'est assez indistinct parce qu'on ne leur dit pas on ne leur présente pas, il y a 15 personnes dans la salle, c'est vraiment compliqué. Mais c'est effectivement une position particulière. Alors, comment vous dire ça, on a des, comme dans toute rencontre, hein, on a des sympathies et des antipathies pour les personnes qui sont là. Mais si vous voulez, ce que je garde très présent, c'est que faut pas trop interpréter. C'est pas une situation qui prête à l'interprétation. Elle prête à l'observation. Je suis là aussi pour observer, pas à l'interprétation. Voilà. Alors évidemment, c'est après aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire l'échange avec les juges, comment eux ont perçu les choses et quelles décisions vont-ils prendre. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas évidemment moi qui ai l'once d'un pouvoir sur la décision, c'est quand même très très clair. Mais la discussion des différentes éventualités et des avantages et des inconvénients de telle ou telle décision, voilà ce dont nous discutons, y compris aussi comment eux, comment ils ont ressenti les gens, quoi. Vous savez, c'est très intéressant, par exemple, ils reçoivent un compte-rendu d'une enquête qui a été faite, très approfondie, etc., par exemple sur les grands-parents. Dans d'autres situations, ils ont toujours une hésitation à recevoir les grands-parents, ils n'aiment pas ça en assistance éducative. Là, ils les reçoivent, ils sont obligés de les recevoir, ils demandent une audience. Donc ils ont un a priori, puisqu'ils ont lu. Et quand ils voient ces personnes, cet a priori vole en éclats, dans un sens ou dans un autre. Dans un sens ou dans un autre. Et donc ça leur prouve qu'il faut recevoir les gens. Il ne faut pas juste lire les comptes rendus. Tout à fait. Il y a des comptes rendus très favorables et on trouve les gens, enfin, généralement je suis d'accord avec eux, absolument abominables, enfin, j'exagère un petit peu. Il y a au contraire des comptes rendus très défavorables, on trouve des gens qu'on trouve merveilleux. Enfin, voilà, je caricature un petit peu. Mais justement, vous avez pu à certains moments ressentir des mouvements d'agressivité, des mouvements haineux devant un déni massif ou un défaut des carences éducatives manifestes. Non, si vous voulez, ce qu'on a en permanence, c'est ils mentent. Voilà. Ils ne disent pas la vérité. Voilà. Ils mentent. Ils ont de bonnes raisons pour ça. Premièrement, ils ont de bonnes raisons pour ça. Et ils ne sont pas là pour dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement, ils sont là pour la dissimuler parce qu'ils sont intéressés. Il y a un enjeu. Évidemment, mais quand même ça se sent. Le discours est stéréotypé. Et voilà, ils mentent, quoi, tout simplement. Et sans compter ce que vous avez évoqué, ce qui est terrifiant, c'est le silence imposé. Alors, il y a le silence dans les familles, tel que Aline l'a décrit, et les silences transgénérationnels qui finissent par toujours ressortir. Mais là, il y a des silences imposés, on ne parle pas de ce qui s'est passé. Oui, et en même temps, si vous voulez, je ne suis pas sûre d'adhérer totalement au discours des juges qui insistent, mais vraiment avec lourdeur, sur il faut parler aux enfants, il faut leur restituer leur histoire, etc. C'est pas comme ça que ça va se faire. C'est pour ça que, bon, évidemment, je laisse encore une fois, je ne vais pas influer là-dessus, mais c'est pour ça que je milite, mais vraiment j'espère que je vais y arriver, pour que les enfants, s'ils le souhaitent, bien entendu, ce n'est pas une obligation, aient accès à leur dossier, parce que les dossiers sont d'une richesse incroyable. Il y a toute leur histoire, l'histoire de leurs parents. Il y a toutes les décisions, les tenants et les aboutissants des décisions. Mais si vous voulez insister lourdement pour que les parents racontent l'histoire, bon, d'abord, ils disent oui, mais ils ne vont pas le faire. Enfin, peut-être ils feront quelque chose, mais de toute façon, ça ne sera pas l'histoire que le juge voudrait qu'il leur raconte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et dans les cures, si vous voulez, par rapport aux informations qu'on a à l'audience, les psys qui reçoivent ces enfants n'ont pas les informations. Ils ne les ont pas. Et donc c'est très difficile pour eux, parce que c'est dans une cure aussi qu'on peut, qu'on peut aborder l'histoire, mais il faut quand même qu'on en sache un petit quelque chose. C'est très paradoxal, hein, ce que vous racontez, parce qu'en fait, ceux qui sont en situation de pouvoir
faire quelque chose pour les enfants ne savent rien, Exact. et vous savez tout, mais vous ne pouvez rien faire. Exactement. Hein, on est vraiment dans une situation particulière. Moi, j'avais une autre question d'une autre nature à poser, qui porte sur le fait que c'est un juge pour enfants qui est c'est pas le juge d'instruction. Hein. C'est pas un juge d'instruction. Voilà, c'est pas un juge d'instruction, c'est le juge pour enfants. Et effectivement, tel que vous avez raconté les choses, il est bien nécessaire que chaque place puisse être distribuée pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est en jeu pour l'enfant. C'est une évidence, on comprend très très bien, et c'est pour ça qu'il y a 15 personnes dans le bureau du juge. Mais je me suis posé la question de savoir si il vous semblait possible, dans ces situations inhabituelles, de pouvoir que le juge puisse être dans la situation qui lui est proposée ou même imposée par la Cour européenne, c'est-à-dire le droit supérieur de l'enfant. Alors, cette histoire de droit supérieur de l'enfant, qui est quand même quelque chose de très intéressant, de très important, qui peut parfois, d'ailleurs, s'opposer aux droits nationaux. Je pense par exemple à l'histoire de l'état civil. Ne pas avoir d'état civil pour un enfant est quelque chose qui peut aller à l'encontre de ses droits supérieurs. On a déjà vu des cas où la Cour européenne vient sanctionner la France, par exemple, pour ne pas avoir inscrit des enfants qu'on a pu avoir en PMA c'est dans l'affaire Menson, pour ne pas la nommer. Voilà. Je me demande effectivement comment intervenir. Moi, je parle de l'affaire Menson parce que c'est une affaire publique maintenant, et que j'ai été l'expert, moi, de l'affaire Menson, et qu'en fait, dès le départ, je suis intervenu sur le droit supérieur de l'enfant. Et j'ai été suivi 10 ans plus tard par le jugement, les jugements qui maintenant ont rétabli, je pense 17 ans plus tard, on rétablit ce couple d'enfants, les jumelles, dans ce droit. Alors je voulais savoir si vous aviez l'impression que dans ce à quoi vous assistez, il y a une orientation de la part du juge. Est-ce que vous avez senti cette orientation vers la nécessité de tenir compte de ce droit supérieur? Tout à fait. Alors, c'est la position des juges des enfants, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, ceux qui se travaillent, c'est évident. En plus, vous savez que cet intérêt supérieur de l'enfant peut être opposé à l'intérêt des parents et des grands-parents. Et dans ces situations-là, c'est particulièrement le cas. Vous parliez de l'état civil. La question de l'état civil, elle est vraiment importante parce que ces enfants nés en zone de guerre, où il n'y a pas d'État, n'ont pas d'état civil. Voilà. Donc quand ils rentrent en France, la femme avec qui ils rentrent est la supposée mère. Elle n'est pas légalement la mère, elle est pendant un temps la supposée mère. Donc ça c'est ce qui est légal. Alors évidemment, les démarches pour que l'enfant ait un état civil prennent environ 1 an. Ils vont l'avoir. Ça va, d'accord. Ils vont l'avoir. Les démarches sont entreprises immédiatement, mais avec ADN, etc., Parce que c'est pas parce que la femme dit qu'elle est la mère qu'elle est la mère, elle est la supposée mère. Oui, mais quand même, au niveau du signifiant, là, Aline nous parlait bien de ce que ça voulait dire, les signifiants de chaque enfant, etc. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau signifiant de ne pas avoir de nom, de ne pas avoir de père, de mère officielle, ne serait-ce qu'un temps de sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant subjectivement? Tout à fait. Il y a un gros travail à faire derrière. Voilà, d'autant que souvent il y a plusieurs enfants, et que ceux qui sont nés en France ont évidemment un état civil, qui sont nés en France. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs, et que les autres n'en ont pas, avec la question des prénoms. Alors je passe et puis, si vous voulez, il y a des enfants, c'est très rare, il y a des enfants qui sont rentrés avec une femme et qui s'est déclarée la mère, mais ça n'est pas la mère. Elle le dit tout de suite parce qu'en fait, elle a ramené un enfant. Enfin, c'est des histoires compliquées. Mais je veux dire, cette notion de supposée mère, elle a un sens. C'est pas sûr que la mère soit la mère. Quant au père, c'est encore plus compliqué parce qu'il se déclare le père, donc il va vouloir déclarer l'enfant. Enfin, voilà, il y a études ADN, etc., etc. Voilà. Donc je veux dire, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est très compliqué. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant, est la préoccupation majeure du juge
avec ce que vous savez aussi, c'est que parfois on lui fait dire ce que l'on veut lui faire dire. Ouais. C'est pas non plus. Non, ce que je veux dire, c'est encore un traumatisme lié, enfin, surajouter un traumatisme, quoi. C'est-à-dire que c'est une cascade, quoi. Non, oui, mais enfin, dans le cas particulier, c'est pas la France qui non. Non, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'affaire dont vous parlez, que je connais très bien, qui n'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Là, c'est pas la France qui a infligé ce traumatisme. Oui, bien sûr. Dans l'ordre des traumatismes, emmener des enfants qui vont très bien dans leur banlieue, même si c'est pas le rêve, en zone de guerre, c'est peut-être un traumatisme plus important que ce qu'on leur fait subir à l'arrivée. Oui, Voilà. bien sûr. De temps en temps, si vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez? De temps en temps, on a envie de dire à ces femmes, mais enfin, c'était tellement catastrophique là où vous viviez par rapport à ce que vous avez fait, vous vous rendez pas compte. Pourquoi vous voulez aller vers l'horreur? Voilà, l'idée, c'est quand même de détruire la France. On a envie un peu de les secouer, quoi. Voilà, d'accord. c'est ce que je ressens. C'est remettre la réalité en face. Voilà. Aline, vous à Beyrouth ou au Liban, vous n'avez pas eu des réfugiés qui venaient du califat parmi les réfugiés syriens? Si, bien sûr. Est-ce que vous avez à vous en occuper ou pas là-bas? Ce sont les NGO plutôt qui sont responsables des réfugiés syriens. Cliniquement, j'ai des Syriens de nationalité, des analysants syriens, mais qui ont déjà quitté Syrie dès le début de la guerre. Alors, ce sont des personnes qui sont aidées financièrement, qui ont poursuivi leur études ici aux universités du Liban. C'est plutôt les réfugiés qui sont pris en charge par des NGO, beaucoup de NGO au Liban, qui prennent en charge les réfugiés syriens. D'accord, oui. Situation totalement différente, ce sont des réfugiés politiques, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont fui la guerre en Syrie et qui ont changé de pays pour échapper pour échapper à la guerre et pour vivre mieux. Là, ce sont des Français qui sont allés en Syrie. Et en Syrie, dans le califat. Dans le califat. Donc, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. En France aussi, nous avons pas mal de réfugiés politiques syriens. Alors, je vais reposer une question maintenant à Jean-François pour reprendre un peu son exposé. Et effectivement, parce que tu dis que Freud était dissocié, mais peut-être que c'est valable pour tous en tant qu'analyste, mais peut-être lui c'est un peu plus flagrant dans pas mal de cures qu'il raconte finalement. On a l'impression qu'on a affaire d'un côté à Freud analyste qui associe, qui réfléchit, mais d'un autre côté, un Freud théoricien qui se fout enfin qui se fout, c'est peut-être exagéré, mais qui met de côté sa position, disons, d'analyste clinicien et qui se veut analyste théoricien. Et qu'il se dégage du cas, qu'il a cette double face. Oui, mais alors bon, ça nous obligerait effectivement à revenir à l'homme au rat. Mais on voit bien que dans le journal... Dans le journal de Freud, je pense que il y a les 5 psychanalyses avec l'homme rat, où Freud raconte ce qu'il a envie de raconter en fonction de ce qu'il a envie de démontrer. Et puis il y a le journal de Freud, où là on voit quand même, on voit que c'est un sacré clinicien, c'est-à-dire que il est quand même amené à supporter des choses totalement insupportables de la part de l'homme rat. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le psychanalyste qui aurait subi ce qu'il a subi n'aurait pas porté plainte pour harcèlement. Excusez-moi, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier que du temps de Freud, la clinique et la théorie étaient... Je veux dire, il s'agissait de faire de la théorie en même temps que la clinique, puisque la théorie n'existait pas. Tout à fait. Donc nous, on réfléchit, après on a lu les livres et tout ça, on est tout à fait dans une autre position. Et là, tout était contemporain, ça change quand même. Ce que je voulais dire par rapport à votre intervention, c'est que je crois que c'est important, c'est-à-dire que quand vous dites, quand vous passez de 2 à 3 séances, quand vous dites que vous pouvez être en face à face, je crois qu'il faut considérer, peut-être pour des gens plus jeunes, que ce sont des outils qui sont des interprétations. C'est pas un changement comme ça, etc. Vous le faites après une réflexion personnelle interne, mais ce genre d'intervention
Ce sont des interprétations. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quand ça n'a pas d'effet, ça veut dire que vous êtes planté, ce qui est très, très souvent le cas dans une interprétation, et que vous savez, a contrario, que c'est une interprétation, puisque vous envoyez les effets. Hein. Et je crois que c'est important de le dire, parce que, voilà, on a l'impression que les interprétations, c'est un truc très très intelligent qu'on a concocté. C'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. Voilà. Et même au contraire, parfois c'est plutôt du côté de l'intuition. Oui. Et que là, on peut se demander si ça t'est venu comme ça. Ça doit sortir. L'interprétation ça va sortir comme ça doit fuser. Oui. Et que l'interprétation, même, je dirais, l'analyste l'entend après coup et l'entend aussi bien en même temps qu'il le parle que tout ce qu'a dit Lacan sur l'interprétation, c'est-à-dire l'interprétation n'est valide qu'après coup, c'est-à-dire d'en voir les effets dans le discours et dans les symptômes du patient. Je ne peux rien vous dire, rien, parce que j'en ai pas le souvenir, de ce qui s'est passé pendant ces quelques séances en face à face. Ouais. En fait, pour moi, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qui était important, c'est qu'elles soient en face à face. Non, mais c'est quelque chose qui tombe. Voilà, il y a quelque chose qui est tombé. C'est ça qui est important. Voilà. D'ailleurs, on devrait peut-être toujours finir une analyse en face à face. Oui, j'ai pensé à ça. C'est pour ça la déprise, la déprise de l'emprise. C'est une manière de déprendre de l'emprise. Mais si vous voulez, je sais pas très bien ce que Lacan a dit de ça, mais il avait un mal fou à lâcher ses analysants, surtout les hommes. Tout à fait. Il ne les lâchait pas. Tout à fait. Et même, il y a un bouquin là, qui est paru récemment, là, où quelques-uns, qui n'est pas très bon, mais que quelques-uns se risquent à parler de leur analyse avec Lacan. On voit bien, hein. Oui, mais si vous voulez, moi j'ai été en analyse avec Lacan, je connais plein de gens qui ont été, plein d'hommes et plein de femmes. Toutes les femmes que je connais, Ginette Rimbaud pour ne citer qu'elle, mais beaucoup d'autres, parlent d'une fin assez sereine, idem pour moi, alors que les hommes, c'est cata. Oui, mais plus, parce que, en plus, souvent avec les hommes, et quelques femmes aussi, mais souvent avec les hommes, il y avait parallèlement au transfert, il y avait les enjeux institutionnels, il y avait les contrôles, mais les enjeux institutionnels par rapport à l'école freudienne, ce qui fait que ça compliquait sérieusement les choses. Alors, oui, moi je veux seulement dire que, alors j'ai remarqué cliniquement que dans ces 4 générations, ou bien 3 générations de guerre depuis 30 ans, alors les Libanais ne passent pas par le deuil, ne font pas le deuil. Alors dans le contexte de la résilience, parce qu'ils ont une résilience, mais c'est exagéré cette résilience comme mécanisme de défense, alors ils n'arrivent pas à faire le deuil et ils encaissent leur traumatisme d'une génération à une autre sans donner du sens au traumatisme. C'est pour cela que ça se transmet et on remarque une génération d'adolescents de 17 ans et de 18 ans qui ont une certaine agressivité, qui parlent d'une vengeance, pourtant ils n'ont pas vécu eux la guerre. Alors on voit combien ça se transmet parce que les Libanais ne passe pas par, au niveau individu, certainement on a la maturité, mais au niveau de la collectivité, il n'y a pas cette maturité qui nous pousse à faire le deuil et à tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et on continue sans arrêter l'enquistement et sans arrêter la destructivité de la guerre. Ouais, mais il ne faut pas... Aujourd'hui, avec la manifestation et la génération d'adolescents et des jeunes qui ont arrêté avec un slogan qui a commencé la manifestation tous, c'est-à-dire tous, c'est-à-dire il y a eu une prise de conscience de cette tranche de politiciens depuis 30 ans qui étaient dans la perversion. Alors ils mettaient la loi, c'est la loi, c'est pas la loi, mais vous allez me suivre parce que vous êtes des followers et moi je suis le leader. Maintenant, avec cette tranche d'âge qui est jeune, alors il y a un changement au niveau de comment on perçoit le leader, comment on choisit le leader aussi politicien, les dirigeants. Ouais. Bon, eh ben, écoute, on va dire c'est une lueur d'espoir de la part de ces jeunes adolescents ou grands adolescents
que quelque chose va enfin pouvoir changer au Liban un jour, quoi. Hein? Même si ça paraît difficile comme ça, mais voilà, bien ça. Bon, bah, je vous propose... C'est le début. Voilà, c'est le début. Bon, eh ben, merci à tous de nous avoir suivis. Hein? Et puis, une prochaine fois sur Zoom ou ailleurs, à Paris ou à Beyrouth. Hein? Allez, au revoir à tous. Au revoir.